Bahna. Bahna. Ibrahima Bahna. OK. Voilà donc, bonjour à tous et bon après-midi à tous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Marc-André Ledoux dans le cadre de la série des séminaires de l'Institut des humanités en Afrique qui est localisé à l'Université de Cape Town en Afrique du Sud et le laboratoire de l'ASPAD, qui est un laboratoire des sciences, qui est un laboratoire d'analyse des sociétés et des pouvoirs en Afrique, qui est localisé à l'université Gaston Berger à Saint-Louis du Sénégal, et qui est un programme qui est financé par l'Open Society Foundation. Donc, c'est une série de séminaires qui est organisée par un groupe de 4 chercheurs postdoctoraux, en l'occurrence Itai Makone, Diop Maura, Yousra Hamdawi et moi-même Ibrahim Agnan, qui va être en fait le conveneur de cet après-midi. Donc, Monsieur Marc-André Ledoux sera aujourd'hui notre invité et très rapidement, nous allons faire sa présentation. Monsieur Ledoux est de double nationalité canadienne et sénégalaise. Il est bibliothécaire de formation, spécialiste en informatique documentaire et éditoriale, éditeur de métier depuis une trentaine d'années. Donc, il se définit avant tout comme un entrepreneur social en série, convaincu qu'un développement équitable et responsable de l'Afrique passe par l'entrepreneuriat social. Il est l'auteur de 3 livres sur le sujet, la direction depuis 2008 de la maison d'édition Nouvelle Édition Numérique Afrique, et demeure son activité principale. Mais non exclusif, puisqu'il a fondé et qu'il dirige en ce moment 2 autres entreprises dans l'énergie de cuisson propre et écologique et dans l'accompagnement et le financement d'entreprises. Aujourd'hui, M. Ledoux nous relatera ses 13 ans d'expérience d'existence des nouvelles éditions numériques africaines, car il est le pionnier et le leader de l'édition numérique en Afrique. Il nous parlera aussi comment Nena poursuit sa mission sociale de rassembler, numériser, pérenniser, diffuser le patrimoine écrit de l'Afrique, en promouvoir la lecture et consolidant l'industrie africaine de l'édition, comment aussi par ses ententes avec ses partenaires auteurs et éditeurs africains, avec son expertise et sa technologie en informatique éditoriale, comment Nena produit et diffuse son catalogue de livres et de bibliothèques numériques, et en diversifiant aussi son offre de publication numérique, mais seront aussi présentés les obstacles et les difficultés que rencontre Nena et qui freinent son ambition de pouvoir constituer une plateforme mutualisée pour marquer une présence autonome de l'Afrique dans le domaine de l'édition. Dans cette série de séminaires qui concernent donc les 2 entités, c'est-à-dire l'Institut des humanités africaines et l'ASPAD, l'objectif de ce programme, c'est de faire l'état des connaissances, mais aussi des obstacles par rapport à la dissémination de la recherche sur le continent. Donc, la numérique, c'est-à-dire comme alternative pouvant nous permettre de pouvoir toucher un public large, aujourd'hui demeure un pilier principal dans notre axe de recherche. C'est la raison pour laquelle nous avons convié aujourd'hui Marc-André Ledoux pour nous faire part de son expérience sur cette question, car vous le savez tous, en fait, tout dernièrement, nous avons eu une grande peine avec la disparition d'une partie des archives de l'université de Cape Town, et tout cela avec en fait la solution numérique pouvait être sauvegardée pour nous permettre de pouvoir les retrouver si en fait de tels événements se passent. Donc aujourd'hui, nous avons donc le plaisir d'accueillir M. Ledoux. Avant de permettre à M. Ledoux de s'exprimer, nous allons laisser à M. Divan Four, qui est le directeur de l'Institut humain, de donner quelques mots de bienvenue aux participants. Merci. Ibrahima, merci. Je n'ai pas beaucoup à ajouter, c'est juste que j'ai hâte
entendre écouter M. Marc Ledoux, que je connais depuis Dakar, et que cette initiative d'étudier l'état de la production de connaissances en Afrique, mais aussi l'écosystème de l'édition en Afrique, c'est un projet qui date depuis des années. Il y a beaucoup d'institutions qui ont commencé et poussé cette initiative. Le CODESRIA, qui pendant des années et des années essaye d'appuyer beaucoup d'universités, aussi maisons d'édition en Afrique, et aussi la production de savoir. Donc, pendant cette année, on va essayer juste d'étudier l'état de cette production, mais à partir de 2022, nous allons commencer à essayer d'organiser des initiatives. Dans cette initiative, il y a beaucoup d'autres collègues qui participent. Il y a mon ami Mamadou Dramé qui est dans la salle, mais aussi Africa Book Collective avec Justin Cox, d'autres institutions comme African Minds avec François Scheckling, et il y a aussi des collègues en Afrique lusophone comme Sandra Tamele qui participe dans ce projet. Mais il y a aussi un conseil d'administration qui, y compris Francis Nyamjo, Jean-Bernard Drago à Kossoa, à Damasco, mais aussi Fatima Siddiqui, qui vont essayer de diriger cette initiative. Et à la fin, nous aimerons produire ce qu'on appelle l'état de l'édition en Afrique, qu'on va essayer de publier chaque année. Donc, merci. Et merci Monsieur Marc Ledoux, et aussi pour le travail que vous faites pour appuyer la production de savoir en Afrique. Et surtout, merci à Open Society, la fondation Open Society, pour cet financement. Alors, Monsieur Ledoux, vous pouvez commencer la présentation de votre document. Alors, bonjour tout le monde. Apparemment, on me voit dans un espace avec une image plutôt impressionniste, avec un certain flou artistique. Ce n'était pas volontaire, mais c'est ainsi. Alors, je remercie beaucoup donc votre institut de l'invitation que vous m'avez faite et l'opportunité que vous me présentez de pouvoir vous expliquer le parcours de Néna, nos réussites, nos difficultés, et contribuer ainsi à la réflexion intéressante que vous menez sur le monde de l'édition en Afrique. Et c'est avec grand plaisir que je revois mon collègue Divine Fou, avec qui nous avons été très complices pour réussir finalement à faire joindre le CODESRIA à notre initiative. Donc, je vais faire ma présentation à partir d'un diaporama. Donc, je vais demander qu'on me partage l'écran. C'est fait. C'est fait. Okay. Donc, voilà. Alors là, je suppose que tout le monde voit l'écran. Oui. Tout le monde le voit? Parfait. Bon. Donc, l'objet de ma présentation, c'est donc de vous parler de l'édition numérique panafricaine, avancées et défis. Alors, donc, je vais vous donner une indication claire de où nous intervenons et les avancées que nous faisons en édition. Donc, on est une SARL, on fonctionne, on est une entreprise donc formelle qui fonctionne depuis 2008. Nous avons démarré comme éditeur juridique. Au début, on ne faisait que des CD-ROM juridiques en droit communautaire, droit sénégalais, etc. Mais à partir de 2012, on est devenu un éditeur généraliste dans tous les domaines avec l'arrivée des tablettes qui a ouvert le marché de l'édition numérique. Alors, nous travaillons en ce moment avec un peu plus de 104 éditeurs africains avec lesquels nous avons des contrats de coédition numérique ou de distribution numérique. Coédition voulant dire qu'avec eux, on produit les livres numériques à partir de leur catalogue.
et la distribution, dès qu'on les diffuse sur différentes plateformes. On fait aussi de l'édition numérique directement avec des auteurs, avec un peu plus de 150 auteurs africains en ce moment. Nous avons notre site principal, qui est le site de la librairie numérique africaine, ELENA, en 2014, que nous avons lancé, donc qui est notre plateforme dédiée à la vente du livre numérique africain. Nous avons lancé en 2018 des bibliothèques numériques, dont je reparlerai un peu plus tard. Nous sommes en ce moment une équipe d'environ une quinzaine de professionnels en édition numérique, principalement des documentalistes, et aussi des développeurs et infographistes. On se définit avant tout comme une entreprise sociale d'édition numérique. L'entreprise sociale, pour nous, c'est le contraire d'entreprise capitaliste. C'est-à-dire qu'on cherche à mettre en application un modèle d'entreprise qui n'est pas fondé sur la propriété privée des moyens de production, ni sur la production de marchandises, ni sur l'accumulation indéfinie de profits. Alors, le principe à la base de notre entreprise, c'est que pour nous, le patrimoine culturel de l'Afrique est un bien commun de l'humanité à gérer collectivement. Donc, nous, des livres, ce ne sont pas des biens commerciaux, ce ne sont pas des marchandises, bien qu'il y ait un aspect commercial encore en ce moment. Avant tout, c'est un bien commun qui doit à terme être librement accessible par tout le monde. Alors, notre mission sociale, qui est aussi éducative et culturelle, c'est, comme le mentionnait tout à l'heure Ibrahima, rassembler, pérenniser, numériser, promouvoir, valoriser, chaque mot est important, le patrimoine écrit de l'Afrique au bénéfice des Africains et de l'humanité. Et on a aussi une mission économique, c'est de consolider, unifier, valoriser, autonomiser l'industrie africaine de l'édition. Il s'agit que les écrits faits par les Africains et les Africaines puissent être publiés, valorisés et diffusés depuis l'Afrique à partir des époques entreprises d'édition. Nos métiers, nous avons 6 métiers en ce moment. Nous sommes d'abord, évidemment, un éditeur numérique. Donc, l'éditeur numérique dans tout domaine, donc sciences sociales, littérature, droit, jeunesse, etc., en autant qu'il y a des contenus africains dans le domaine. Alors, on publie sur tout support, ça veut dire, on a déjà publié sur CD-ROM, même si en ce moment c'est moins utilisé. On publie aussi sur liseuse, sur livre numérique en ligne, livre numérique téléchargé, donc en différents formats. EPUB pour télécharger les livres numériques, HTML pour le lire en ligne et MP3 pour des audiolivres. Je pense que nous contrôlons très bien les technologies dans le domaine de l'édition numérique. On travaille avec peut-être 25 plus de logiciels spécialisés en édition. Et on a développé, je pense, une équipe qui avec une expertise très pointue dans le domaine. Quand on fait de l'édition numérique, le point de départ, c'est soit les fichiers que nous envoient nos auteurs ou nos co-éditeurs. Donc, ça peut être des fichiers InDesign, Word, toutes sortes de formats, ou simplement des copies imprimées de livres pour lesquels la version numérique n'existe plus et que l'on est capable d'ossériser, de transformer en texte. Le deuxième métier, c'est d'être un diffuseur. Donc, on diffuse nos publications sur un réseau d'environ 110 librairies numériques sur Internet. Bon, évidemment, il y a les gros, Amazon, Apple, Kobo, etc. Mais c'est la FNAC en France, Giberjeune, etc. Donc, c'est des sites de vente qui, par notre distributeur, ont accès à notre catalogue. On est aussi un libraire. Donc, on est un libraire numérique avec notre site de librairie numérique africaine.com où tous nos livres sont accessibles à la vente, achetés avec des cartes bancaires ou avec des moyens de paiement locaux. Nous sommes aussi un bibliothécaire. Nous sommes le métier de bibliothécaire numérique parce qu'on a rassemblé plusieurs de nos ouvrages dans différentes bibliothèques numériques qui peuvent être lus en ligne ou sur liseuse. Enfin, on est un archiviste numérique. On a aussi un autre site plus récent qui s'appelle Patrimoine numérique africain, qui est destiné à héberger des archives ouvertes. Effectivement, si l'Université du Cap vous avait contacté en temps, vos archives, parce que si j'ai bien compris, ont péri récemment. Alors, effectivement, la mise en ligne des archives institutionnelles
une institution comme la vôtre, ben, nous, on a un service d'hébergement de ces archives ouvertes. Alors, nos produits, nos services, bon, on a environ en ce moment 1500 livres numériques africains, édités et coédités. Donc c'est le catalogue sur lequel nous détenons les droits pour la diffusion et l'exploitation commerciale. Nous avons 150 audiolivres de contes et de fables africains. Sur notre site de librairie, on a 3200 titres. Et il y a 3200 par rapport aux 1500, c'est l'autre moitié, ce sont des livres numériques qui existent déjà et pour lesquels on est simplement un distributeur. Parce qu'il y a quelques éditeurs africains qui publient aussi en numérique, donc on distribue leurs livres. On a sur notre site aussi 9 bibliothèques numériques en ligne ou sur les œufs, bibliothèques numériques en droit communautaire ouest-africain, droit du Sénégal, droit de Guinée, bientôt droit du Mali, une en sciences sociales, dans lesquelles il y a notamment le quasi-catalogue complet du Code Syria, et une bibliothèque en littérature africaine, et une sur la culture, et l'autre pour le livre jeunesse. Une de nos bibliothèques numériques, c'est l'ensemble des livres de Samir Amin, que vous connaissez sans doute, ou j'espère, un important économiste égyptien qui a beaucoup vécu au Sénégal et qui a beaucoup influencé la pensée économique progressiste en Afrique. Donc, on était son éditeur numérique. Donc, on a publié en français et en anglais ses livres, la cinquantaine de livres qu'il a publiés. En plus du fait que sur notre site de patrimoine numérique, on héberge ses archives. Parce que donc on est en relation très étroite avec lui, donc on est responsable de la conservation et de la diffusion du patrimoine de Samir Amin. En tant que bibliothécaire, on a aussi installé une bibliothèque physique ici à Dakar, la Bibliothèque populaire du développement, qui comporte un volet papier traditionnel, physique, et aussi un aspect numérique avec des ordinateurs permettant aux visiteurs d'accéder à nos bibliothèques numériques. Et enfin, donc, comme je mentionnais tout à l'heure, notre site du patrimoine numérique qui peut héberger des thèses, mémoires, rapports, donc une littérature non publiée, mais à accès ouvert. On travaille en ce moment sur la diversification de notre offre. Donc, en plus de publier des livres numériques, des monographies, on publie aussi, maintenant, nous allons commencer à publier des articles de périodiques, de revues savantes principalement. Donc, depuis plusieurs années, d'ailleurs, on publie une revue juridique camerounaise et qu'on publiait numéro par numéro. Maintenant, on va la publier article par article et il y a d'autres revues scientifiques là, pour lesquelles on veut les publier au niveau des articles. Parce que d'un point de vue de la recherche documentaire, pour l'utilisateur qui s'intéresse à un sujet quelconque, que l'information vienne d'un article ou d'une monographie, c'est lui un peu secondaire. L'important, c'est de pouvoir accéder à l'information le plus directement possible et un catalogage et une indexation au niveau de l'article est beaucoup, de ce point de vue, préférable une indexation au niveau du numéro de la revue, qui est finalement un concept lié plutôt à l'édition imprimée. On vient de mettre en place une plateforme pour la gestion de la publication de revues savantes. Alors, on est en discussion avec un institut ici à Dakar là, qui veut lancer justement une revue. Et donc, c'est un système qui permet pour un éditeur de revue, avec évaluation par les pairs, de pouvoir faire tout le suivi opérationnel, administratif du projet. Donc, depuis la réception d'un projet d'article, l'évaluation par un comité éditorial, l'acceptation, le refus, les demandes de correction, etc. Bon. Deuxièmement, deuxième diversification au niveau des didacticiels. Donc, pour nous, un didacticiel, c'est comme un livre numérique, mais destiné à l'enseignement. Donc, pour nous, technologiquement, ça ressemble beaucoup aux publications numériques que nous faisons, sauf que le style d'écriture, évidemment, du didacticiel est très différent. Il faut que ce soit beaucoup plus concis, avec une multitude de liens vers des ressources externes. Donc, on a déjà produit un premier didacticiel
pour la formation d'entrepreneurs sociaux. Comme l'entrepreneuriat social est un sujet qui, en l'occurrence, m'intéresse et pour lequel j'ai développé une certaine connaissance, je pense. Donc, j'ai traduit toutes mes connaissances dans un didacticiel. Et ce didacticiel a été utilisé depuis le début de l'année par une école en ligne qui s'appelle EPSA, École populaire d'économie sociale et solidaire alternative, et qui forme des entrepreneurs à l'entrepreneuriat social pendant 4-5 mois. Donc, on vient de terminer la première cohorte et puis ça a été un beau succès. La troisième diversification, c'est au niveau du livre accessible pour déficients visuels. Alors, étant une entreprise sociale, on estime évidemment que tout le monde a le droit à la lecture, y compris les personnes qui vivent dans... On a suivi de près tous les développements technologiques et normatifs concernant le livre qu'on a dit accessible. Et on est arrivé à produire une version du Code sénégalais des obligations civiles et commerciales, en quelque sorte le Code civil du Sénégal. On en a fait une version accessible et qui a été testée par un aveugle intégral et qui nous dit « Je n'ai jamais eu une si grande facilité de lire un livre ». Et donc, on a travaillé avec lui, il nous a donné toutes ses contraintes et on a beaucoup appris. Et on pense qu'on a fait une avancée sérieuse dans la possibilité de produire des livres accessibles pour les déficients visuels. On est en relation aussi avec l'INEFJA, qui est l'école pour les jeunes enfants aveugles, pour développer du livre de culture pour les enfants. Autre diversification, c'est le livre jeunesse. Alors, le livre jeunesse, dans le numérique, ce n'est pas faire la version PDF, mettre en ligne le PDF de la version imprimée du livre jeunesse, mais il faut faire un livre multimédia dans lequel il y a de l'animation, il y a des personnages qui bougent, il y a la voix et le texte sont synchronisés. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille en ce moment. On utilise comme point de départ un compte sénégalais que l'on est en train donc, de produire en livre multimédia avec un mélange de texte, de son, d'animation, etc. Ce sur quoi on prépare pour l'avenir aussi, sur lequel on a fait quelques avancées, mais c'est plutôt pour l'année prochaine. Donc là, ce sont des secrets commerciaux que vous ne répéterez à personne. Donc, c'est l'impression à la demande. Le numérique, son but, ce n'est pas de remplacer et de supprimer le papier. Il y en a qui préfèrent l'imprimer. Cependant, il est totalement irrationnel d'imprimer 2000 titres à Dakar en l'espoir et envoyer un exemplaire à Lomé parce qu'on a un client qui est là-bas. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut associer dans une librairie numérique comme la nôtre, ajouter, quand quelqu'un veut un livre, il clique un bouton pour dire « Je veux la version numérique », un autre bouton « Je veux la version imprimée » et on imprime un à la fois. Alors, cette chose-là est maintenant possible parce que la technologie de l'impression permet de façon suffisamment rentable d'imprimer un livre à la fois. Donc, en Europe, en Amérique, c'est des choses connues. Il suffit qu'on se mette en relation avec l'imprimeur qui est situé le plus près géographiquement du client. Bon, on lui envoie le PDF imprimable et l'imprimeur expédie directement à la personne. Cette chose-là est possible, commence de plus en plus à être possible aussi en Afrique. Ici au Sénégal, il y a un imprimeur à la demande qui se développe et qui commence à chercher à développer un réseau en Afrique. Donc, ce n'est pas encore totalement acquis, mais un jour, on pourra, chaque pays pourra avoir son imprimeur à la demande et on pourra envoyer la version imprimable là-bas. Ensuite, l'autre aspect qu'on veut développer, c'est ce qu'on appelle la boutique culturelle africaine. C'est-à-dire transformer notre site de librairie numérique africaine en une boutique culturelle où on n'a pas seulement des livres comme dans une librairie, mais on a toutes sortes de produits culturels, y compris visites de musées, des vidéos documentaires. Et évidemment, la diversité des produits que je vous indique déjà donne déjà une indication que la diversité des produits culturels qui peuvent être dans une telle boutique. Alors, ce que NENA propose aux éditeurs africains pour réaliser tout ça, c'est des contrats de coédition numérique. J'insiste là-dessus parce que c'est central dans notre stratégie, dans notre façon d'établir des collaborations.
donc une coédition numérique. Donc, c'est des contrats par lesquels l'ENA acquiert les droits numériques qui lui permet de faire la numérisation rétrospective ou courante des catalogues des éditeurs, à partir, comme je le disais, aussi bien de l'imprimé d'une copie imprimée que d'un fichier. Alors, on assume tous les coûts, c'est-à-dire tous les coûts de production de la version numérique et de la diffusion, et on verse des redevances sur les ventes effectuées et aussi sur les abonnements à nos bibliothèques. Je vais y revenir tout à l'heure. Et troisièmement, on diffuse sur le net et sur la LENA les publications ainsi faites. Donc, c'est le contenu de notre contrat de coédition numérique. Dans ça, vers quoi notre vision d'avenir, ce qu'on veut préparer, c'est nous, on considère que la librairie numérique africaine a été initiée par une entreprise sociale, je ne dirais pas privée, mais sociale, mais ça doit faire, à terme, ça doit faire partie du patrimoine commun de l'industrie africaine de l'édition. On se représente la librairie numérique africaine et la boutique culturelle qui va lui succéder comme étant un bien commun partagé par l'ensemble de l'industrie africaine de l'édition pour faire connaître et diffuser ses œuvres. Alors, ça ne sera pas du jour au lendemain, il faut y aller progressivement en vue de ce qu'on a appelé comme une mutualisation, réaliser ainsi une alliance panafricaine de l'édition. Donc, la première étape, ça va être pour nous, tranquillement, de constituer un conseil consultatif auprès de la librairie numérique composé des éditeurs qui auront prouvé un engagement sérieux pour le projet et pour l'édition numérique. Notre modèle économique, il faut bien le comprendre. C'est certain que le premier aspect de notre modèle économique, c'est comment arrivons-nous à générer des revenus qui nous permettent de vivre. Évidemment, il y a la vente directe et indirecte de livres numériques individuels. Donc, c'est le même schéma que pour le livre imprimé. Donc, un individu achète un livre, entre dans une librairie et sort avec un livre sous la main. Donc, tous nos livres se vendent individuellement sur notre site et sur les sites de vente de livres numériques sur lesquels nous diffusons. On offre aussi de temps en temps des services d'édition numérique pour la production de livrets. On fait très peu ça, mais on le fait quelques fois. Bon, par exemple, il y a quelques années, on a mis en place au Burundi un système de production du journal officiel du Burundi. Et on peut travailler aussi sur l'automatisation du processus éditorial, du processus métier d'édition, notamment pour la production de revues. Mais notre principal modèle économique, c'est celui de l'abonnement. L'abonnement, d'un abonnement renouvelable à nos bibliothèques numériques. Alors, la meilleure façon de rendre accessibles les livres numériques, parce que si on fait de l'édition, ce n'est pas pour simplement les stocker, c'est parce qu'on veut qu'ils soient lus. Alors, si vous créez des bibliothèques numériques et que des institutions comme les universités, centres de recherche ou des cabinets professionnels s'abonnent à des bibliothèques numériques contenant des milliers de livres, que ce sont des dizaines et des centaines de milliers de personnes qui sont exposées à ces contenus-là, du fait que leur institution s'est abonnée. Donc, ils n'ont pas la propriété individuelle du livre, mais ils ont l'accès à la lecture à tous les livres. Donc, c'est une exposition formidable des livres. Et d'ailleurs, dans le marché de l'édition dans le monde, on a vu les statistiques, je pense en 2016, mais à peu près, je pense, c'est 70-75% des revenus dans le monde de l'édition. Ce n'est pas la vente de livres en librairie, c'est les abonnements aux bibliothèques numériques. Il y a à peu près dans le monde peut-être une centaine de diffuseurs de bibliothèques numériques. Là. Vous connaissez peut-être ProQuest, EBSCO aux États-Unis qui sont bien connus. Alors nous, maintenant, on est les seuls producteurs de bibliothèques numériques de contenu africain. Donc, on se représente mal comment, d'ici quelques années, l'ensemble des universités africaines, l'ensemble des African Studies qui se trouvent un peu partout en Europe, en Amérique, en Australie, comment ces universités-là ne vont pas finalement un jour s'abonner à nos bibliothèques numériques de contenu africain.
En ce moment, ce ne sont que des abonnements institutionnels, mais je ne vous dirai pas que nous sommes en train que nous allons probablement faire une annonce dans pas tellement de temps pour des abonnements individuels à des bibliothèques numériques, donc des abonnements grand public. Alors, nos défis actuels, quels sont nos difficultés, nos défis? Alors, le premier, c'est à l'égard des auteurs et des éditeurs africains, c'est pour eux qu'on travaille, mais c'est avec eux qu'on a le plus de difficultés. C'est vaincre les réticences pour le numérique. Alors, je pourrais citer l'exemple du Codicea que Divine connaît bien. C'est un des champions parmi nous. Entre le moment où la première fois j'ai contacté le Codicea pour leur proposer l'édition numérique et le moment où on a signé, il s'est déroulé 5 ans. Il a fallu 5 ans de siège de l'institution pour les amener à accepter de poser une petite signature qui n'impliquait aucune contrainte financière, mais simplement la possibilité d'avoir des revenus supplémentaires et surtout la possibilité d'avoir une plus grande visibilité. Et donc, ça a pris 5 ans. Et la moyenne entre le moment où on contacte un éditeur et le moment où on signe, c'est peut-être 2 ans. Donc, il y a une frilosité évidente pour des raisons. Non, Ça va, je continue? OK. Donc, oui. Il s'agit de. Notre défi, c'est d'arriver à convaincre les éditeurs, les co-éditeurs de passer au numérique et de publier en Afrique même. Parce que, évidemment, le réflexe premier d'un auteur, c'est de dire, bon, je veux être connu, je veux être vu, et donc je vais être beaucoup plus connu si je suis imprimé dans le 6e arrondissement de Paris plutôt que dans le quartier Baobab de Dakar. Bon, ça se comprend, ça justifie peut-être un peu pour l'imprimer, mais pour le numérique, il n'y a aucune justification. Que ce soit publié au quartier Baobab de Dakar ou en plein cœur de Paris, le livre numérique est accessible de façon équivalente. Donc, il faut publier depuis l'Afrique, et il faut être un minimum patriote. Et puis, voilà, donc c'est le combat que l'on mène. Deuxième problème, c'est récupérer des ex-colonisateurs le patrimoine écrit de l'Afrique publié au Nord. Alors, vous êtes peut-être sans doute au courant là, du mouvement en ce moment pour récupérer les œuvres qui sont exposées dans les musées, les œuvres africaines qui ont été spoliées et exposées dans les musées européens, et donc pour les récupérer et les mettre dans les musées africains. Alors, il n'y a pas seulement les artefacts de musique qui ont été spoliés, il y a aussi tous les ouvrages, les œuvres d'imagination et de connaissances publiées par les Africains qui sont exploités par les ex-colonisateurs, donc par les maisons d'édition qu'il y avait à l'époque. Alors, évidemment, ça pouvait se comprendre au début quand il n'y avait aucune maison d'édition en Afrique, mais maintenant, ce n'est pas le cas. Donc, il faut publier en Afrique et nous, on ne comprend pas qu'on soit obligé de demander au seuil le droit de publier Léopold Senghor. Hein? Bon, on ne comprend pas ça. Donc, il faut qu'il y ait s'il doit y avoir une coopération nord-sud au niveau de l'édition, ce serait un des chantiers. Un autre obstacle auquel on a, c'est qu'on voudrait bien rendre accessible tous les œuvres des Africains, mais le droit d'auteur est un obstacle. Évidemment, le droit d'auteur, on respecte ça et nous, on a des contrats très clairs à ce sujet. Cependant, la réalité concrète, c'est qu'il y a énormément d'œuvres qu'on peut dire orphelines ou indisponibles, qui ont été publiées il y a des dizaines d'années et dont on trouve péniblement des exemplaires, alors que si elles étaient numérisées, elles pourraient avoir une deuxième vie et en même temps être pérennisées. Or, si on suit à la lettre le droit d'auteur actuellement, il faut arriver à trouver, bon, l'auteur étant probablement décédé, trouver la succession. Alors là, il faut engager une équipe d'enquêteurs à temps plein pour arriver à finalement trouver un ayant droit qui ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe, réfléchit et puis dit finalement, rien ne se fait.
Donc, il y a une solution là-dessus. Elle avait été tentée en Europe il y a quelques années et bloquée par la communauté, la Commission européenne à cause d'une conception étroite du droit d'auteur. Tout simplement, ce qu'il s'agit, il faut que les œuvres orphelines puissent être publiées et que les droits, au nom des ayants droit, tant qu'on ne les a pas trouvés, les droits soient gérés par une société de gestion des droits qui, elle, va toucher les redevances et les remettre aux ayants droit une fois que ils se seront manifestés. Donc, il faut pouvoir publier les œuvres orphelines indisponibles. C'est comme si vous voyez un enfant dans la rue en train de mourir, vous avez l'obligation de l'aider et de ne pas prendre prétexte que vous n'avez pas un droit de paternité ou de maternité sur cet enfant-là pour ne pas intervenir. Vous avez une obligation d'intervenir à personne en danger. Alors là, il y a des œuvres en danger de disparition. Il faut intervenir maintenant avant que les souris terminent leur œuvre. Enfin, il faut résister à l'envahissement annoncé des oligopoles de l'édition numérique, et je pense avant tout à Amazon. Alors nous, en tant qu'entreprise sociale, nous avons un ennemi. Il s'appelle Amazon, on prononce son nom. Ah, il n'est pas présent très visible, très clairement en Afrique, mais en ce moment, attendez un peu que l'Afrique se développe un peu plus, ils vont vouloir intervenir et vouloir tout monopoliser. Alors évidemment, un jour, si Amazon arrive en Afrique, ils vont nous découvrir et ils vont arriver chez Nena et là, ils vont le recevoir le plus majestueux pied au derrière qui n'aura jamais été donné de l'humanité. Voilà ce que je vais vous dire et quand on conclut nos présentations de Nena, on répond à Amadou Mpateba qui disait que chaque fois qu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et nous, on dit que grâce à nos livres numériques, plus aucune bibliothèque africaine ne brûlera. Merci de votre attention. Voilà, merci beaucoup. Merci Marc-André de cette présentation brillante qui fait l'état des lieux de l'évolution de votre institut, de comment en fait votre institution a été créée, et du bilan d'activité des nouvelles éditions numériques africaines concernant le volume des éditions que vous avez pu faire, mais aussi comment vous avez réussi aussi à intégrer en fait le travail volumineux de Samir Amin dans le cadre de cette politique de numérisation, mais aussi comment aussi au-delà en fait des ouvrages scientifiques, vous êtes glissé un peu sur les autres objets de littérature, c'est-à-dire que ce soit la lecture enfantine, mais aussi le théâtre et d'autres styles qui existent dans le domaine de la littérature. Vous avez aussi présenter aussi les avancées notoires que vous avez connues, mais aussi la nécessité de mettre en place un conseil consultatif qui va pouvoir regrouper un peu tous les acteurs qui sont dans l'édition numérique, sans oublier aussi la manière d'avancer sur les défis qui attendent aujourd'hui l'édition numérique en Afrique, mais aussi votre maison d'édition. Donc, je pense que les obstacles, vous les avez bien présentés. Vous avez aussi proposé des alternatives sur lesquelles, si nous nous focalisons bien sur ces alternatives-là, des solutions sont possibles. Mais j'ai envie aussi, après cette brillante présentation, vous interroger sur quelques points, parce que comme nous l'avions aussi bien dit dans l'introduction de ce séminaire, c'est que notre programme de recherche travaille sur l'état de la production de la connaissance sur le continent, parce que nous savons tous que l'état de la production de la connaissance sur le continent fait face à des difficultés, mais nous considérons aussi que la plus grande difficulté, c'est qu'au-delà de la production scientifique, il y a lieu de la disséminer, de la partager. Et l'édition numérique offre une alternative magnifique sur laquelle, si en fait nous suivons bien en fait ce chemin-là, nous pourrions faire de grands pas pour permettre à la population africaine de pouvoir
s'approprier de la production des savoirs et des connaissances sur le continent. L'une de mes questions, c'est de savoir véritablement les institutions universitaires. Est-ce que votre société a des rapports avec les universités africaines? Parce que pour nous, au-delà de ce qui s'est passé à l'université de Cape Town, qui nous a beaucoup peiné par rapport en fait à la disparition de ces archives-là, c'est que est-ce qu'aujourd'hui vous avez entrepris, comme vous l'avez fait avec le CODESRIA, des démarches allant dans le sens de pousser des instituts comme l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'Université Gaston Berger ou l'IFAN Cheikh Anta Diop, qui ont des archives qui datent de la période coloniale, et si en fait on n'y prend pas garde, ces archives assez souvent disparaissent du fait de l'œuvre humaine, mais aussi du fait des vols qui surviennent assez souvent dans ces bibliothèques-là. Donc ça, c'est la première question que j'ai envie de poser pour vous permettre de répondre et de laisser en fait les participants aussi vous interpeller par rapport à votre présentation. Voilà, merci. Je peux répondre tout de suite en attendant. Je vais prendre les questions une à la fois. Là. Je pourrais peut-être répondre brièvement. Oui, les collègues qui sont présents aussi. Voilà, Divine vient de lever la main, donc on va laisser à Divine de poser. Après, c'est au tour de Babacar. Hein? OK. Merci beaucoup, Ibrahima, et merci beaucoup, Marc. C'est toujours intéressant et fascinant d'entendre la trajectoire, de suivre la trajectoire de Nena. Et je me souviens de toutes ces discussions. Je me rappelle de toutes ces discussions qu'on a eues à Dakar. Et je pense que Nena est en train de faire un travail qui est très important, une intervention envers la question des archives en Afrique. Et je pense que c'est une question qui est très importante. La question que j'aimerais poser, c'est un défi qui nous confronte maintenant. Je suis content et aussi ravi que Stéphanie Kitchin est aussi là parce que c'est un défi qu'on essaie de résoudre. C'est cette question de plan S. Qu'est-ce qu'on peut faire avec plan S? Qu'est-ce qu'on va faire avec plan S? Plan S qui est introduit par les institutions en Afrique, aussi par les bailleurs de fonds, qui nous oblige à publier avec des éditions à numériser, mais aussi des éditions qui sont open access, mais à un continent qui a une infrastructure qui n'est pas aussi développée. Donc, quelles sont les conséquences du plan S pour le travail de Nena et aussi le travail de la numérisation, mais aussi la numérique dépend d'une infrastructure qui est largement absente en Afrique. Dans beaucoup de pays, je pense qu'Ibrahim vient de l'indiquer, cette difficulté de disséminer, de distribuer des livres et aussi cette connaissance dans d'autres pays, dans le continent. Comment activer cette infrastructure? Et si on ne peut pas l'activer, comment pouvons-nous les contourner? Parce que je pense que c'est un défi qui nous confronte maintenant. Et sans savoir comment contourner ce défi, je pense que nous allons rester dans la même place. Par exemple, avec POD, dans beaucoup de pays, il n'y a pas POD, même si on a des éditions numériques, on publie, mais on dissémine, ces livres sont distribués mieux en Europe ou en Amérique qu'en Afrique. Donc, comment contourner tous ces défis? Merci. Je vais répondre aux questions une à la fois. Là.
Planès, je ne suis pas familier avec cette expression-là, mais je comprends que c'est un lien avec peut-être comme une incitation aux chercheurs à publier. En fait, quand tu dis, Dylan, il manque une infrastructure, en fait, nous, on ne voit pas qu'est-ce qui manque. À partir du moment où nous, on a créé une infrastructure qui est un site d'hébergement, de production et d'hébergement, de diffusion de livres numériques et de bibliothèques numériques. À partir du moment où on est capable d'avoir des relations avec n'importe quel éditeur universitaire, dont la tâche première, c'est de sélectionner et valider les contenus éditoriaux. Il ne faut pas publier n'importe quoi, publier des choses de valeur, mais ils sont tout à fait capables d'imprimer physiquement s'ils le veulent les livres, mais pour le numérique, il suffit de nous envoyer le fichier dans l'état qu'ils veulent et quelques semaines après, c'est en ligne. On a un de nos co-éditeurs, c'est l'Université du Cameroun, l'Université de Yaoundé. On a une entente avec les presses de l'Université de Yaoundé, mais on a publié quasiment tout leur catalogue. Donc, où est l'obstacle? N'importe quel chercheur qui se trouve à l'Université de Yaoundé peut son livre et il va être disponible en numérique partout, n'importe quand. Donc, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est au niveau de l'université, c'est qu'on propose deux choses. On propose l'abonnement à nos bibliothèques numériques. Pour répondre d'ailleurs à la question d'Ibrahima, on a depuis 6 mois, on est dans une campagne intensive de sollicitation de toutes les universités africaines et non africaines qui s'intéressent à l'Afrique pour les inciter à s'abonner à nos bibliothèques. Okay? Elles sont disponibles depuis 2018, mais on a intensifié la commercialisation depuis seulement le mois d'août dernier. Alors, on a commencé à avoir des succès. On a, par exemple, récemment, là, on a vendu en Suède un institut de recherche africaine qui est en Suède. On est dans des discussions avec beaucoup d'universités, avec les universités du Sénégal en particulier. Ben, on a une proposition depuis 1 an pour que toutes les universités publiques du Sénégal s'abonnent à nos bibliothèques numériques. Mais le COVID est passé par là et apparemment, l'État a d'autres priorités que de payer des abonnements aux bibliothèques numériques. Donc, pour ce qui est de la diffusion numérique, au jour d'aujourd'hui en Afrique, évidemment, il peut y avoir d'autres joueurs, mais nous, on est là et nous, on propose aux maisons d'édition, aux presses universitaires, de faire des ententes de coédition avec nous et pour qu'on publie leur livre en numérique. Et c'est fait. Donc, l'infrastructure, elle est là. Localement, une presse universitaire ne sait peut-être pas comment faire des livres numériques, surtout que nous, on ne les fait pas seulement en EPUB ou PDF interactif, mais aussi en HTML parce que c'est préférable pour la lecture en ligne, ce qui est quand même assez spécialisé. Mais on fait de la coédition et les presses universitaires peuvent continuer à publier la version imprimée. Évidemment, pour l'accès à la version imprimée du livre, tant qu'il n'y aura pas un réseau panafricain d'imprimeurs à la demande, évidemment, ça ne pourra pas, c'est pas pratique. Mais immédiatement, la diffusion large du numérique est là et il n'y a pas de, moi, je n'ai pas de problème d'infrastructure. Voilà. Autre question. Avant de laisser Ababakar le soin de poser sa question, c'est que ce qui nous intéresse par rapport à la production et la diffusion des savoirs, c'est aussi de savoir parmi vos clients, par exemple, est-ce que les universités que vous avez eu à solliciter, est-ce que ces universités-là se sont manifestées dans l'abonnement? Parce qu'on veut savoir véritablement l'accès à cette connaissance-là. Est-ce que les universités vont vers cette connaissance-là en s'abonnant avec vous? Est-ce que vous pouvez le unmute? Oui. Son micro, il faut lui dire. Voilà. Votre micro, Marc. OK, d'accord, je viens de l'activer là. D'accord. OK. Alors, je disais, je ne connais pas la situation de toutes les universités en Afrique, mais je sais qu'au Sénégal, plusieurs universités s'abonnent déjà depuis des années à des bibliothèques numériques européennes. Donc, cela est intégré. Et puis, il y a des budgets qui ont été dépensés pour ça. Alors, nous, on arrive et là, on offre, on présente une offre qui n'est pas, je n'estime pas concurrentielle, mais qui est complémentaire parce qu'il n'y a pas les contenus que nous proposons.
ce n'est pas les contenus offerts par les Européens. Donc, les universités vont vers l'abonnement au numérique, c'est inévitable. Si vous allez en Europe, là, récemment, j'ai parcouru le site de l'université au Canada, mais j'ai regardé les abonnements. Je pense qu'ils ont à peu près 100 abonnements à toutes sortes de bibliothèques numériques, évidemment, en médecine, en chimie, en physique, etc. aussi, mais en sciences sociales, etc. Donc, la tendance, l'avenir, c'est que les bibliothèques universitaires sont des lieux d'accès à des bibliothèques numériques et beaucoup moins d'accès aux quelques livres imprimés qui sont disponibles localement. OK. Babacar, allez-y, Babacar. Bonjour Khalid. Merci beaucoup Ibrahima. Merci beaucoup aussi à M. Ledoux pour la belle présentation. Mais je crois que je suis très content. Vous m'entendez? Oui, super. On t'entend très bien. Oui. Je suis très... Oui. Un petit souci à ton niveau. Je pense qu'on va reprendre en attendant que Babacar soit bien en place. Marc, je vais donner la parole à Yousra. Je ne vais pas monopoliser tout ça. Yousra, vous pouvez vous exprimer en attendant que Babacar soit bien en place. Oui, merci Monsieur Ledoux pour cette édifiante présentation. J'ai suivi avec beaucoup d'attention les avantages procurés par le numérique dans le domaine de l'édition, mais je me demande en fait, je me pose une question. Est-ce que l'édition numérique ne menace pas-elle l'existence du livre, de l'imprimé, ou elle la complète d'une certaine façon? Merci. Ben, je vous dirais qu'elle l'encourage. OK? Des gens préfèrent lire assis dans leur lit un roman avec un bon livre imprimé qui sent encore l'odeur de l'encre. Mais par contre, si vous faites une recherche en sciences économiques, peut-être que vous préférez travailler sur votre ordinateur et faire des copier-coller depuis des livres pour faire des contenus, pour faire des citations. En fait, le numérique et l'imprimé sont complémentaires, mais c'est surtout que le fait de le faire en numérique, c'est que ça rend possible beaucoup plus facile l'accès à l'imprimé à cause de l'impression à la demande. Parce qu'à partir du moment, vous voyez, nous, dans la situation dans laquelle nous sommes, nous avons les droits sur un ensemble de publications numériques pour lesquelles nous publions la version numérique. Mais dans nos contrats, nous avons ajouté une clause qui nous donne aussi le droit de faire l'impression à la demande quand ce sera disponible. Évidemment, si un imprimeur, un éditeur se trouve à Yaoundé, avant d'imprimer localement un livre chez un imprimeur à la demande, on va faire en sorte que si le livre est disponible localement et qu'il a été imprimé par l'éditeur original, il va vendre sa copie imprimée. Donc, il peut y avoir des restrictions sur quel endroit on imprime, quel endroit on n'imprime pas. Mais à partir du moment où nous, on a dans nos entrepôts une version numérique, on a les versions numériques des livres, mais surtout, c'est qu'on a le fichier source des livres numériques. Donc, un fichier dans un format qui nous permet de sortir le EPUB, le PDF, le HTML et éventuellement le PDF imprimeur. Pour nous, le coût marginal de faire la mise en page d'un livre qui a été publié originellement en numérique, de faire la mise en page en vue d'une impression imprimée, ce coût marginal-là est faible. Et à partir du moment où on a la version imprimable, envoyer ce PDF-là à un imprimeur à quelque distance qu'il soit, qui lui va l'imprimer dans l'heure qui suit, c'est quelque chose de tout à fait possible. Et c'est le scénario qu'il faut viser. Alors,
pour l'accès à l'imprimé, ce qu'il faut, c'est qu'il faut développer un réseau panafricain d'éditeurs, d'imprimeurs à la demande. Suivre de près les technologies. Ça demande, c'est des entrepreneurs qui vont travailler dans ce domaine-là. Il faut que les imprimeurs dans chaque pays découvrent ce segment-là et cessent de faire uniquement de l'offset et de l'impression à 2000 exemplaires minimum. Hein. Voilà, merci. Merci pour cette question, Yusra. Donc, on va laisser à Babacar le soin de poser sa question. Merci, Ibrahima. Merci. Désolé pour tout à l'heure, j'étais déconnecté à cause de... J'étais entre deux Wi-Fi. Alors, je félicite, comme je vous l'ai dit, je félicite M. Ledoux pour le travail titanesque qu'il est en train de débattre avec lui et ses collègues. Mais j'ai envie de poser une question, parce qu'il me semble que le travail énorme que vous êtes en train de faire, son mérite, c'est de devoir connecter les institutions africaines, les universités et les chercheurs à l'accès à la connaissance, ce qui est vraiment ce qui est aujourd'hui le grand défi. Comment faire de telle sorte que les universitaires et les étudiants aient accès à la connaissance pour faire leur recherche, comme cela se fait dans beaucoup de pays développés, par exemple. Mais je crois que, est-ce qu'il n'y a-t-il pas un genre de cul-de-sac, une impasse? Parce que, par exemple, si on prend l'exemple des universités américaines, par exemple, où voilà, il suffit que tu t'inscris dans une université, tu as accès à presque à tout. Mais là, ils se sont rendus compte que c'est comme si la connaissance ne va circuler qu'entre une communauté dite académique scientifique. Donc, mais les chercheurs vont écrire pour eux-mêmes, ils vont se lire, ils vont se se commenter, ainsi de suite. Or, je crois que le but ultime de la recherche, c'est la société. Comment faire de telle sorte que les personnes qui ne sont pas dans la communauté académique scientifique puissent avoir accès ou bien être à la connaissance de ce que font les chercheurs et les académiciens. Est-ce que vous avez, et c'est ça la question, est-ce que vous avez prévu dans votre programme de faire de telle sorte que les gens publient peut-être dans les médias sociaux? Parce qu'on sait que la plupart des gens qui ne sont pas membres de la communauté scientifique académique sont présents aussi dans les médias populaires, dans les institutions. Est-ce que vous avez pris ça en compte dans votre projet? Je crois aussi que c'est une question aussi qui s'adresse à beaucoup de chercheurs. Les chercheurs, comment faire pour traduire leurs recherches avec un public qui n'est pas forcément académique et scientifique? Merci. Merci pour la question. Oui, effectivement, on a une réponse. Ce dont j'ai parlé essentiellement à date, c'est des bibliothèques numériques institutionnelles. Mais dans une demi-phrase, j'ai mentionné qu'il y avait quelque chose d'autre qui s'en venait parce que ce n'est pas encore annoncé. OK? Alors, on est entre nous, vous n'allez pas le diffuser parce qu'on veut faire l'effet de surprise, mais je vais répondre à la question. C'est que nous avons presque terminé une application mobile qui va s'appeler Bibliothèque numérique africaine, qui va permettre à un tout petit montant, à 1000 francs par mois, de lire tous les livres d'une bibliothèque numérique accessible à n'importe qui a accès à un téléphone. Pour nous, un téléphone, ce n'est pas pour appeler, c'est une bibliothèque ambulante. Nous, c'est notre vision du téléphone. Okay? Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut créer une application qui va permettre de naviguer dans la bibliothèque, donc chercher par mot, chercher par sujet, par auteur, etc. Donc, c'est comme dans un catalogue, et être capable de lire sur son équipement. Alors, nous, on publie nos livres, et une de nos particularités, je pense, avantage et supériorité par rapport à la plupart des éditeurs numériques dans le monde, c'est que nous publions principalement au format HTML5. Ça veut dire que vous pouvez le lire très facilement sur un petit téléphone, une tablette ou sur l'ordinateur. Mais si vous publiez sous forme de PDF, un PDF, ça ne se lit pas sur un téléphone. Un PDF, c'est une page fixe. Vous allez passer votre temps à déplacer la page à gauche et à droite. C'est totalement rébarbatif pour la lecture. Donc, nous, évidemment, il y a des ouvrages qui restent en PDF interactif parce que des fois, le contenu est tel que ce serait trop complexe de le mettre en HTML ou la présentation est liée, l'information est liée à la présentation. Mais de façon générale,
Donc, pour l'accès hors milieu de recherche universitaire, etc., au contenu, la solution alternative, c'est pour, vous allez 1000 francs par mois, vous allez avoir accès à des milliers de livres et que vous lisez tout ce que vous voulez et ensuite, le mois suivant, vous vous réabonnez. Donc, ça, c'est l'abonnement individuel. Donc, la BNA, ça va être une bibliothèque grand public. Mais évidemment, vous pouvez deviner que monsieur, madame, tout le monde n'est pas nécessairement intéressé par un ouvrage spécialisé sur l'impact du taux d'intérêt en 1922 et 1927 sur la croissance de de Cape Town. Bon, OK. Alors, on va faire nécessairement une sélection. Des ouvrages trop spécialisés n'ont aucun intérêt à être mis dans une bibliothèque grand public. Mais ceci dit, Samiramide peut être lu par monsieur et madame tout le monde. Peut-être pas tous les livres, peut-être pas la loi de la valeur mondialisée, mais plusieurs autres livres, eux peuvent être lus. Okay? Donc, la solution, elle est là. J'aurais aimé pouvoir vous dire que c'est annoncé. C'est bon, l'informatique, les programmeurs nous disent toujours la semaine prochaine, mais il faut comprendre le mois prochain. mais c'est presque terminé. Et à ce moment-là, notre bibliothèque grand public, accessible depuis le téléphone, va piocher dans notre base de données centrale, qui est la même, qui sert à l'achat individuel des livres et qui sert à la diffusion dans les bibliothèques numériques institutionnelles. Voilà. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. Je pense que nous sommes déjà arrivés à terme de cette présentation. Si les collègues, c'est-à-dire le directeur Divine4, n'a pas à dire quelque chose, nous voudrons remercier vivement Marc-André pour avoir accepté de donner de son temps et de son énergie pour venir ici partager avec nous son expérience sur son travail, mais aussi sur les partenariats qu'il est en train de nouer pour permettre un peu à ce que la dissémination du savoir puisse être possible et puisse être accessible à un public aussi large que possible. Je pense que nous vous sommes très reconnaissants par rapport à votre présentation. Je vais laisser le soin à Divine de donner quelques mots et puis nous allons clôturer. Voilà. Merci Ibrahima. Je pense que Penda est ici et là de Gaston Berger, comme j'avais commencé. Penda? Okay. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur Ledoux. Oui, c'est juste vraiment pour vous faire un coucou et vous dire qu'à Saint-Louis, on a des soucis en termes de réseau. On a eu vraiment un réseau électrique qui est… On est en train de construire un nouvel aéroport et donc, comme vous le savez, il commence par détruire. Ensuite, ils remettent du neuf. Donc, on a un réseau extrêmement instable. C'était très compliqué. J'ai beaucoup essayé et ça vient juste d'arriver au moment où ça se termine. J'en suis absolument navrée. Monsieur Ledoux, je vais vraiment réécouter tout ça, l'enregistrement après. Et puis, moi, je suis à Saint-Louis, mais je viens aussi régulièrement à Dakar et je vais vraiment essayer de voir comment on peut travailler ensemble de manière plus proche. Je suis absolument navrée pour toute l'équipe. Rachid, c'est pareil. Il est en train de faire des cours en ce moment. Bonjour tout le monde, et puis c'est terriblement dommage. Hein. Voilà. Merci. Voilà, Merci. donc juste rappeler que Penda dirige en fait la deuxième et co-dirige ce projet avec Divine4 qui est à l'Institut des sciences humaines de Cape Town et Penda est ici à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc ce sont les deux co-leads en fait de ce projet avec Rachid Idiassi. Voilà. Je retourne la parole à Divine avant d'annoncer en fait notre prochain présentateur.
Je pense que c'est Itai qui a, je pense que la prochaine, c'est Stephanie Kitchen, si je me souviens. C'est Non, français. non, je suis en juillet. OK. Ita vient de me dire que ce sera vous le prochain. Oh, moi? Yes. It is Dr. Divine Fu. Oh, OK. Donc, c'est moi la prochaine. On verra. Et c'est quand? C'est 1er juin? Yes. OK, 1er juin. C'est Divine Fu. Merci beaucoup. Merci, Ibrahima, et merci, Tai et les collègues. Voilà, donc merci à tous les collègues qui étaient présents aujourd'hui. Merci encore à Marc-André Ledoux. Et nous vous donnons rendez-vous donc le 1er juin pour la poursuite de cette série de séminaires qui, pour en fait, la séance prochaine va être animée par ma collègue Itai Makone et ce sera en anglais. Merci. Bonjour. Alors, merci tout le monde de l'invitation. Merci. Et vous avez compris que